Année, nous connaissons un phénomène qui est récurrent, c'est que toute la plage de Rabat, tout le sable de la plage de Rabat se retrouve sur la plage de Salé par un phénomène de courant. Le fait de renforcer ces deux diguettes d'embouchure va nous permettre de fixer le sable sur les deux plages. Quant au port sur l'Atlantique, il coûtera un demi-milliard de dirhams. C'est un port qui sera aménagé pour accueillir à peu près 450 unités, 450 bateaux, de longueur variable, atteignant jusqu'à 20 mètres, et éventuellement des bateaux de croisière. Avant de penser à construire, il faut simuler et observer le comportement des flots. C'est ici que ça se passe, dans les locaux de LP2E à Casablanca. Ici donc, on a reproduit les 15 km du fleuve. Ce matin-là, les aménageurs inspectent le modèle réduit. À ce stade, difficile de deviner que l'on est au bord du Bourgreg. Donc on va les poser ici, juste pour une question d'esthétique, pour embellir le modèle et le rendre plus représentatif. Il y aura aussi les ponts, les différents ponts qui existent au niveau de la rivière, le pont Moulay Hassan. Là-bas, on va mettre en place le pont Moulay Hassan. Cette miniature coûtera 3 millions de dirhams, le prix de la sécurité. Car plus encore que les ouvrages, ce sont les forces de la nature qu'il importe de reproduire fidèlement. On va simuler donc la vie maritime et fluviale, on va simuler les débits, les marées, les houles, etc. pour aller vers une autre séquence mesurée également dans la nature. Simulation, plan, maquette et réunion, pour l'instant, le projet en est là. 30 millions de dirhams déjà déboursés rien qu'en études, une aubaine pour les conseillers comme Mansef. Lui, grâce au Bourgreg, peut enfin sortir la tête de l'eau. Ce projet est venu un petit peu renflouer notre carnet de commandes dans certains secteurs, en particulier dans le secteur des ouvrages portuaires, où nous avions un manque au niveau des commandes dernièrement. Un marché de 5 millions de dirhams pour Mansef. Fouad, lui, est maître d'ouvrage délégué, il a décroché plusieurs contrats Bourgreg et il espère que ça va continuer. C'est des marchés importants en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi des marchés importants en termes de prestige pour la société, et c'est aussi des marchés importants sur le plan technique. C'est très motivant pour les ingénieurs de travailler sur des projets de cette envergure. Ça fait 50 ans qu'on en parle, mais cette fois c'est bien parti. À la clé, selon les premières estimations, la création de 100 000 emplois. L'aménagement de la vallée du Bourgreg est une chance pour les habitants de Rabat et de Salé. C'est aussi une opportunité majeure pour l'économie du pays. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Saqel. Monsieur Saqel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'agence d'aménagement du Bourgreg. Alors, on l'a vu dans le reportage, le projet est pharaonique, titanesque. Une question simple, comment on finance tout ça? Par des fonds publics et des fonds privés. Les fonds publics, c'est l'État, les collectivités locales et le fonds Hassan II pour le développement économique et social. L'État a manifesté son engagement pour financer ce dossier à hauteur de 1,250 milliard de dirhams, le fonds Hassan II pour 1 milliard de dirhams et la Direction générale des collectivités locales pour 1 milliard de dirhams. Donc ça fait 3,5 milliards. 3,250 millions de dirhams. D'argent public. D'argent public. Et l'argent privé? L'argent privé, d'abord nous avons des établissements publics qui sont à nos côtés dans cette opération. On peut en citer la Redal, on peut citer demain un concessionnaire qui peut financer la partie rentable du tramway, comme on peut avoir des personnes qui peuvent participer au développement, prendre en charge une partie des aménagements et qui peuvent être des opérateurs privés. Alors, on l'a vu dans le reportage, c'est par exemple le cas avec la société Amouage. La société Amouage est une structure de droit privé qui va être créée entre la Caisse de dépôt et de gestion, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg et nos partenaires de Dubaï. C'est une société de développement. Elle sera chargée peut-être de l'aménagement d'une partie du projet. Très bien. Il est question aussi de commercialiser les parcelles qu'en fait, vous, l'agence, vous lotissez. C'est ça? Et de les commercialiser à hauteur de 6 milliards de dirhams? Vous savez, le projet est un projet qui va nécessiter quelques 10 milliards d'investissements en infrastructure. Nous avons cité les ressources, 3,250 milliards qui sont des fonds publics.
mais il faudrait qu'on fasse des efforts de commercialisation des terrains qu'on va aménager, et c'est cela qui va nous permettre de boucler l'opération et de permettre un équilibre financier de l'ensemble de l'opération. Alors, ces terrains, vous les aménagez progressivement? Comment ça se passe? Comment va se passer cette commercialisation, en fait? D'abord, nous avons phasé le projet. Il y a une première phase qui est lancée le 7 janvier 2005. Elle est divisée en deux séquences. La séquence 1, elle porte le nom de Bab el-Bahr. Elle fait l'objet de quelques 70 hectares qui vont être aménagés par l'Agence pour l'aménagement de la vallée. Alors, c'est ce qui part de l'embouchure du fleuve jusqu'au pont Moulay Hassan, c'est ça? Exactement. De l'embouchure jusqu'au pont Moulay Hassan. On va y développer une marina, une cité des arts et des métiers, de l'hôtellerie, du résidence, de la restauration et des loisirs. 70 hectares qui vont être développés dans le cadre de la Société de promotion et de développement qui sera la prochaine filiale de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg. Alors, vous prenez un cas très concret, hein, cette première séquence. Donc, concrètement, ça veut dire que vous, l'agence, vous viabilisez, vous mettez les infrastructures, vous dépolluez le fleuve, et que ces parcelles qui sont destinées à devenir des hôtels ou des résidences, vous allez les vendre à un développeur, c'est ça? On va les vendre, on va les concéder, on va les commercialiser à des développeurs qui vont faire de la construction, ils vont commercialiser eux-mêmes leurs produits. Et si j'ai bien compris, si on a bien compris, ce financement va permettre d'aborder la deuxième séquence du projet? Ces financements, ces recettes sur la commercialisation des terrains vont permettre d'équilibrer l'opération sur les phases de dépollution, sur les phases d'infrastructure, sur le tramway, sur les transports. C'est comme cela qu'on pourra améliorer les infrastructures, tout ce qui est service public en fait, d'une certaine manière. Alors, on l'a vu aussi dans le reportage, hein, de l'embouchure du fleuve au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah sur les 6000 hectares du projet. Eh bien, votre agence a tous les pouvoirs en matière d'aménagement. Alors, comment les 6 communes qui normalement chapeautent ce périmètre prennent-elles la chose? Il faudra rappeler une chose très importante. Nous sommes dans une zone très sensible. Nous sommes sur un découpage administratif très complexe. 3 communes sur la rive droite, 3 communes sur la rive gauche. Pour permettre demain à des investisseurs d'avoir un interlocuteur unique, il fallait créer une structure unique. Un seul opérateur, c'est l'agence. Cette agence a été créée par un texte de loi qui a été promulgué en novembre 2005. Elle va avoir les prérogatives de la puissance publique. Elle va recevoir dans la zone qu'on a décrite les attributions des communes et les attributions de l'agence urbaine. Ça va être le principal interlocuteur des investisseurs et ça va être le facilitateur de toutes les opérations de développement. Mais alors ça a été pris comment? On a vu les deux maires des villes parler dans le reportage. Est-ce que ça n'a pas été pris un peu comme vous empiétez sur des prérogatives des communes finalement? On n'empiète pas sur leurs prérogatives. Nous allons aider les communes à faire du développement. Aujourd'hui, nous avons une relation particulièrement parfaite avec le maire de Rabat, le maire de Salé. En réalité, nous récupérons quelques prérogatives. Les recettes, par exemple, fiscales qui reviennent aux communes de la rive droite et de la rive gauche, continuent à aller vers ces communes. Nous n'allons pas prendre possession de tout le territoire de Rabat ou de tout le territoire de Salé. Nous sommes spécialement intervenants dans une zone bien délimitée. Les fameux 6000 hectares. Les fameux 6000 hectares. Alors justement, pour aménager ces 6000 hectares, qui est le rôle de l'agence en fait, d'aménageur, eh bien il a fallu récupérer les terrains. Sur les 6000 hectares, 58% de ces terrains appartiennent à des privés. Comment vous vous y êtes pris? Le terrain de la vallée est de 5000 hectares, 6000 hectares si on le veut, ça dépend comment on se situe. Ce terrain est divisé en un statut juridique particulier. Nous avons les terrains du domaine public et privé de l'État qui représentent 10%, les terrains du domaine municipal qui représentent 10%, et les terrains des habous qui représentent 25%, et les particuliers, les 56% restants. L'État a déjà manifesté son engagement pour mettre à la disposition du projet tous les terrains qui sont sa propriété. Les municipalités
ont aussi manifesté leur souhait de mettre à la disposition du projet tous les terrains qui sont leur propriété. Nous avons signé une convention avec le département des Habous pour prendre les 830 hectares représentant les 25% de la... Pour les terrains qui appartiennent aux privés, nous allons proposer aux propriétaires privés de participer à la société de promotion et de développement en faisant apport de leur terrain dans cette société. C'est-à-dire ils amènent leur terrain en échange, entre guillemets, d'une participation? Exactement. S'ils ne sont pas d'accord, on peut procéder à une acquisition, moyennant une expertise de ces terrains. Si on n'arrive pas à trouver un consensus, un accord, on peut déclarer la zone d'utilité publique et procéder à l'expropriation de ces terrains. Alors, il y avait un cas qui a un petit peu défrayé la chronique, c'était le cas du complexe touristique Le Temps Vert, qui appartient justement au maire de Salé, et avec qui vous étiez en discussion pour une indemnisation, parce que lui, il avait investi dans un hôtel, un restaurant. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Le Temps Vert est un complexe touristique qui est sur un terrain du domaine municipal. Monsieur Sentissi a obtenu toutes les autorisations pour y développer un hôtel. Monsieur Sentissi, le maire de Salé. Le maire de Salé. Quand on a commencé la conception et la réflexion sur le parti d'aménagement, les constructions que représente le Temps Vert ne collaient pas avec les orientations et les prescriptions architecturales. Nous avons décidé d'acheter ce bâtiment, de le transformer, d'améliorer sa structure pour être en conformité avec la réalité historique culturelle de l'estuaire. Nous sommes en train de finaliser un accord pour l'acquisition de ce bâtiment de la société Le Temps Vert. D'une manière générale, l'enveloppe que vous avez consacrée aux expropriations, elle est de combien? Elle s'élève à combien? Nous avons une estimation qui tourne autour de 500 millions de dirhams. Alors, dernière question, c'est les petits pêcheurs, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après l'aménagement? Les pêcheurs font partie intégrante de l'estuaire. Ils font le charme de l'estuaire. Nous avons décidé de les maintenir. D'ailleurs, ils posent des questions sur le sort qui leur est réservé. Ils sont maintenus, ils seront aidés et ils vont permettre à cet estuaire de continuer à avoir ce charme qu'il a connu depuis des années. Monsieur Starkel, merci. On se retrouve tout à l'heure pour le dernier reportage. En attendant, deuxième reportage. Difficile d'imaginer des immeubles high-tech à côté de décharges nauséabondes. Il est impossible, en effet, d'aménager les rives du Bourgreg sans s'atteler, entre autres, à une question comme l'environnement. Dépollution du fleuve, mais aussi réorganisation de la circulation entre Rabat et Salé. Quel impact aura le titanesque projet Bourgreg dans le quotidien des Slaouis et des Rabati? Réponse dans notre reportage. Rabat et Salé s'endormaient. L'aménagement du Bourgreg tombe à pic pour les secouer. Il y a tellement à faire. Réinventer un plan de circulation dans une agglomération saturée d'encombrement. Remettre à niveau les transports collectifs. Refondre aussi un fleuve, 2 villes, 3 ponts. 3 ponts seulement. Alors, aux heures de pointe entre Rabat et Salé, c'est fluidité minimum et encombrement maximum. 650 000 personnes traversent chaque jour le Bourgreg. Le pont Moulay Hassan, principale passerelle entre les deux rives, en canalise les 3/4. Il sera remplacé, élargi et surtout surélevé pour permettre enfin une vraie navigation fluviale. L'espace qu'il y a entre l'eau et la base du pont ne permet pas le passage de bateaux d'une certaine importance et donc il est préférable, du fait qu'il est vieillissant aussi, de le remplacer. Donc il ne sera abandonné qu'une fois le nouvel ouvrage réalisé opérationnel. Facture du nouveau pont Moulay Hassan, 400 millions de dirhams. Une goutte d'eau dans l'océan des dépenses d'aménagement urbain. Ici, à l'agence d'aménagement, on estime à 3 milliards le coût du nouveau plan de circulation. Un investissement qui n'a aucune chance d'être rentabilisé. L'objectif, c'est d'abord la mise à niveau. Améliorer l'infrastructure de la capitale est très important. Les routes, les ouvrages de franchissement, les décharges. Certes, ce sont des investissements qui n'ont pas de recettes, mais ils sont très importants à réaliser pour permettre
de redimensionner la capitale du royaume au rang d'une grande capitale de la Méditerranée. Réorganiser la circulation dans un ensemble d'1,5 million d'habitants, un travail d'expert. L'aménageur et le bureau d'études ont fini par tomber d'accord. Les solutions. Premièrement, les tunnels des Oudaya pour libérer toute la